première pour le Festival du cinéma espagnol que d'organiser cette rencontre autour d'un des métiers les plus importants pour la diffusion, la connaissance, la distribution d'une cinématographie. Cette table ronde est née d'une conversation et d'un partenariat avec le Centre culturel franco-espagnol, où depuis des années déjà, on avait en tête une collaboration, mais il fallait que ça ait du sens, et pour le centre, pour le festival. Et on s'est rendu compte que finalement, le travail que le centre fait dans l'enseignement et la diffusion de la langue et de la culture espagnole amenait à cette table ronde qui était faite autour de ce qu'est le cœur de la traduction, du sous-titrage, mais aussi d'autres types de traductions. Donc voilà. Alors comme il y a de nombreux participants et que ces participants, nous tous, nous sommes moins connus que les réalisateurs, les acteurs, les producteurs, les distributeurs, on s'est permis de le faire sous forme de colloque pour que vous ayez devant vous le nom des personnes qui vont participer à cette table ronde. Donc voilà, et je vais commencer par le professeur Emmanuel Larraz qui va animer la table ronde avec moi, qui est professeur d'histoire du cinéma à l'Université de Dijon. Je vais continuer avec Florence Calvez, qui est aussi traductrice, mais responsable culturel au Centre culturel franco-espagnol. À ma droite, Ricardo Benet, réalisateur et directeur du département de cinéma de l'Université de Veracruz au Mexique, avec qui nous espérons une collaboration qui sera sans doute durable, mais on en parlera à la fin du festival. Donc ensuite, Mélanie Doré, que vous avez déjà vue aussi à différentes reprises, traduire en salle. Mais là, elle va nous parler d'un travail qu'on ne voit pas, mais qu'on apprécie, parce que sans son travail, on n'aurait pas ces films dont on ne connaît pas vraiment les nuances et les précisions de la langue. Marta Mompo, qui est là, que vous voyez toujours en salle au premier rang, et dont vous pensez qu'elle ne fait que passer du sous-titre. Mais il y a tout un travail énorme, hein, avant, pendant et après. Donc voilà l'intérêt de cette table ronde, de sortir de tous ces métiers qui font possible qu'un festival comme le nôtre existe. Et manque à l'appel, mais elle va venir dans quelques minutes, Victoria Saez, qui est en train de faire actuellement la traduction des films qui fait partie de notre programmation. Donc elle va venir immédiatement ici. Alors, pour cette table ronde, nous avons prévu un cadre, hein, ce qui n'empêche pas du tout votre participation, vos questions, etc. Alors, la première question que je vais poser à chacun, que nous allons poser à chacun, et je vais commencer par Florence, hein, c'est, je pense que ça nous intéresse tous, savoir quel est le parcours de chacun et de chacune des personnes qui participent à la table ronde au niveau de la formation, choix professionnel, le pourquoi de ces choix professionnels, on ne sait pas, hein, à quel moment de leur vie professionnelle ce choix est intervenu, et voilà. Et puis, donc, ce sera les mêmes questions pour chacun. Et puis ensuite, dans le travail qui est fait par chacune et chacun, présenter un exemple d'un film ou d'un documentaire ou d'un court-métrage qui, pour eux, était ou emblématique ou important ou difficile, mais qui les a marqués dans ces parcours professionnels. Donc voilà. Il n'y a pas besoin de traduire aujourd'hui. Ils sont tous là. Alors, moi, mon parcours professionnel, donc j'ai commencé par une licence d'espagnol classique, enfin littérature, langue, civilisation étrangère. Et puis ensuite, j'ai fait une année de master recherche en espagnol. Voilà. Écourté un petit peu parce que finalement je me suis rendu compte que c'était pas ça mon truc, et je me suis réorientée vers le master médiation culturelle communication internationale à l'université de Nantes, dans lequel d'ailleurs enseigne Pilar. Et puis j'ai commencé à chercher du travail, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, et puis je me suis rendu compte que j'avais envie de poursuivre ma formation, et puis j'avais envie de travailler vraiment en lien avec la langue espagnole. Et je me suis décidée à faire un master de traduction audiovisuelle
que j'ai fait à distance, parce qu'à l'époque j'habitais à Cardiff, en Grande-Bretagne, et j'ai fait un master avec l'Instituto Superior de Traducción de Séville, en partenariat avec l'Université de Cadix, qui est le seul master à ma connaissance audiovisuel qui puisse se faire à distance. Donc j'ai fait ça sur 2 ans, et puis à l'issue de ce master, je me suis mise à mon compte comme traductrice, et puis en même temps, j'ai postulé au Centre culturel franco-espagnol, j'ai été prise, et je me suis dit que c'était bien de faire 2 activités à mi-temps, pour une raison très basique, c'est que au Centre culturel franco-espagnol, j'ai un salaire. Et donc en tant que traductrice à mon compte, j'ai un travail, en tant que, j'ai des clients plus ou moins réguliers, donc forcément les revenus varient un peu. Et voilà, donc moi, cette double casquette est un choix professionnel, d'une part, basique, parce qu'il faut que je paye mon loyer, d'autre part aussi parce que j'aime les 2 aspects, j'aime le côté culturel, organisation d'événements culturels, et puis aussi travailler vraiment sur la langue, même si moi je traduis plus de l'anglais vers le français que de l'espagnol vers le français. Alors, je passe la parole à Ricardo, qui est réalisateur aussi. Okay, je m'excuse pour mon français, mais j'ai commencé comme étudiant d'architecture et après j'ai fait du cinéma, au début comme cinématographeur et après quelques courts-métrages, j'ai devenu un réalisateur. Comme réalisateur, moi, j'ai fait quelques courts-métrages et j'ai maintenant 2 longs-métrages qui ont été en quelques festivals et je viens de tourner récemment mon premier court-métrage en réalité virtuelle, qui m'a donné mes 2 longs-métrages et ces réalités virtuelles, un parcours très drôle avec les sous-titrages, parce que c'est tout un métier. Oui. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir avec toutes les sorties de nos produits, parce que quand j'étais un enfant, j'ai essayé de voir des films de manière traditionnelle, le même film que j'aimais, que moi j'ai étudié et que j'ai devenu comme réalisateur, mais soudain, le monde a changé. Et la manière de voir ce film, c'est de beaucoup de manières, de beaucoup de moyens. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va passer avec cette traduction de faire ou le sous-titrage après, ou bien de faire quelque autre forme de nous exprimer. Parce que maintenant, quelques garçons peuvent voir un film ou une série de télévision, un tablette ou un téléphone. Et ça, c'est différent la manière de s'approcher. Ouais. Et pour moi, c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qu'il va passer avec mes films, avec le travail que moi, je vais faire et prendre en compte ces métiers. Ouais. Ça y est. Alors, donc à Mélanie, les mêmes questions. Et puis, comme elle fait des sous-titrages de nombreux films que vous avez vus, que vous voyez dans le cadre de ce festival, la même chose à Marta et la même chose après à Victoria, qu'elle nous en parle de quelques films emblématiques ou qui les ont marqués. Donc, Mélanie. Oui, alors moi, mon parcours professionnel doit beaucoup au Festival du cinéma espagnol de Nantes, parce qu'en fait, moi, en 2006, je suis en licence de langue étrangère appliquée ici à Nantes,
et, enfin 2004, 2005, 2006. Et pendant ces 3 années-là, je participe, comme beaucoup de jeunes, au festival en tant que bénévole. Et là, je rencontre beaucoup de monde, notamment je rencontre Martha, et je vois déjà le travail qu'elle fait en salle, ça m'interpelle, et je m'y intéresse. Et donc en 2007-2008, je commence un master ici à Nantes également, de médiation culturelle, comme Florence, le même. Et en 2008, je décide du coup de partir en stage à Valence, à l'entreprise de Subtitulam. Et donc à ce titre, je prépare cette année-là la traduction des films projetés ici. En même temps, je réalise un mémoire de fin d'études qui traite de la traduction des références culturelles au cinéma sous la direction de Pilar. Et c'est comme ça que je me spécialise un peu vers ce domaine. Entre 2009 et 2012, je continue de réaliser ponctuellement la traduction des films de Nantes pour Subtitulam. À côté de ça, je réalise d'autres expériences professionnelles qui n'ont pas forcément abouti. Et du coup, en mars 2013, je fais le choix de m'installer à mon compte. Et je suis depuis donc 5 ans traductrice audiovisuelle freelance. Et j'ai développé mon éventail de clients. Je travaille maintenant avec une dizaine de clients, principalement espagnols, pour qui je traduis des films de l'espagnol vers le français, essentiellement. Ça m'arrive de traduire également des scénarios ou des pièces de théâtre, mais beaucoup, beaucoup moins. Et donc voilà, depuis tout ce temps, j'ai traduit plus de 300 longs et courts métrages vers le français. Et si je devais, comme disait Pilar, comme ça, c'est pas facile parce que c'est 10 ans d'expérience. Si je devais comme ça en choisir quelques-uns, ce qui me vient d'abord à l'esprit, c'est peut-être des films qui ont reçu, je pense à 2 films notamment, Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Trueba et No controles de Borja Coveaga, qui ont tous les 2 été primés ici par le prix du public. Et même si c'est pas moi qu'on prime, bien évidemment, j'avais reçu ces prix comme vraiment une satisfaction aussi professionnelle, parce que je m'étais dit, quelque part, j'y suis arrivée, quoi. Et plus récemment, si je devais en retenir un, là, sur la dernière année, je dirais la traduction de Andia aussi, que vous verrez ces jours-ci ici, qui a été probablement le film de l'année dernière en Espagne, qui a reçu 11 Goya, et que j'ai pu traduire pour sa distribution française, qui malheureusement a été très réduite, puisqu'elle s'est sortie, je crois, que dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais bon, vous aurez le plaisir de le voir ici, donc je vous y invite demain et ce week-end. Et voilà, je pense que c'est un petit peu pour résumer mon parcours. Je te laisse la parole, Martha. Bon, bonjour. J'ai fait à peu près le même parcours, mais 10 ans après. 10 ou 12, non. Avant. Ah oui, avant, c'est vrai. Je me reviens. Bon, j'ai fait ma licence en traduction dans une petite ville de l'Espagne qui s'appelle Castellón, parce qu'à Valencia, où j'habitais, il n'y avait pas d'université de traduction. Alors, je me suis spécialisée en traduction littéraire et audiovisuelle. Et la dernière année, j'ai fait le choix finalement à la traduction audiovisuelle. J'aimais le cinéma, voir des films, alors j'ai choisi ça finalement. Et j'ai aussi fait mon stage à Subtitulam. Et j'ai commencé par 3 mois. On a fait beaucoup de traductions. Et Subtitulam fait des festivals du cinéma dans l'Espagne, San Sébastien, Valladolid, Gijón. Et j'ai commencé la traduction et aussi la partie des coordinations des personnels qui font le sous-titrage électronique, que c'est ce qu'on fait ici à Nantes. Vous aurez vu, vous voyez un petit panneau qui est en bas de l'écran principal. Et on a un projecteur, un software pour l'entreprise, et on lance les sous-titres pendant que le film est en train de se projeter. D'accord, c'est vrai. D'accord. Bon, quelque chose comme ça intéressant un peu avec la traduction, c'est que il y a de réalisateurs qui font un parcours de tout son film, de tous ses films, et bon,
des fois, c'est très intéressant on avait parlé ça avant avec lui, il est réalisateur, de faire ce travail directement avec les réalisateurs, parce que comme ça, c'est comme tout le projet, on le commence et on le finit tous ensemble, et tu peux voir les différences culturelles et comment on fait les traductions. C'est très important, la présence des réalisateurs aussi. Au Festival de San Sebastián, par exemple, avec un film de Tarantino qui s'appelle Inglourious Basterds. Il dit qu'en Espagne, il y a beaucoup de piraterie et des fois, comment c'est? Piratage. Oui, ça c'est le bateau, non? Le piraterie, ouais. Et bon, des fois, il ne veut pas nous envoyer les films. Alors, il nous envoie que le scénario. Alors, en anglais, des fois, si tu ne vois pas, tu ne sais pas si c'est féminin ou masculin. Alors, c'est un peu compliqué de le faire sans le film, mais des fois, il faut le faire. Et bon, il faut toujours demander distribution, etc. Si c'est une femme, c'est un homme, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça y est. Bonjour, excusez-moi pour le retard. Bon, moi, ma formation, elle est un peu plus, on va dire, chaotique. À Strasbourg, j'ai fait ma licence d'espagnol. Donc plutôt pour partir pour être prof. Et finalement, j'ai continué mon DEA, enfin j'étais jusqu'au DEA à Paris 4, donc à Paris, à la Sorbonne, et en spécialisation en cinéma. Et donc voilà, avec une maîtrise et un DEA. Et de là, finalement, puisque j'étais à Paris, j'ai commencé à aller voir évidemment tout ce qui était festival de cinéma espagnol, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. Et à force d'y aller, on rencontre du monde, et notamment des gens qui eh bien, ont besoin de traductrices comme ça. Mais bon, voilà, un peu improvisé. Et on m'a proposé un attaché de presse, François Villa, a été le premier à me donner une opportunité, mais parce qu'il me l'a demandé, j'ai rien demandé moi. Et j'ai dit, je veux bien essayer de le faire. Bon, avec un DEA, on a un niveau de traduction, on a un diplôme de traduction, on peut traduire. Voilà, je me suis lancée et du coup, j'ai commencé à être interprète de cette manière-là. Et donc, ça fait 20 ans. Et le sous-titrage est venu aussi parce que j'ai essayé donc, par des courts-métrages d'abord, chez Titrafilm, j'ai commencé, VDM, enfin voilà, en Espagne aussi, je l'ai fait à Madrid, chez Laserfilm, je crois, c'est ça. Et bon, voilà, on commence, ça plaît, et puis finalement, on continue. Et c'est comme ça aussi que je suis venue à traduire les films de Alex de la Iglesia et Pablo Berger aussi, mais pas depuis le début. Je n'ai pas traduit le premier, Blanca Nieves, je me suis occupée des cartons, mais Abracadabra, c'est moi aussi. Et puis d'autres réalisateurs. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est quand on suit un réalisateur, surtout comme Alex de la Iglesia, que je traduis depuis Crime Farpet, parce qu'on a l'occasion de vraiment connaître son univers. En plus, je le traduis aussi dans les festivals. Et de connaître son univers, sa façon de parler. Bon, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, donc il faut vraiment savoir réduire. Mais connaître aussi ses références. Voilà, c'est un univers assez particulier. J'ai dû vraiment commencer à apprendre, parce qu'il aime beaucoup tout ce qui est film Z, tout ce qui est film noir et blanc aussi, style Todd Browning que je connaissais, mais il y en a plein d'autres que je ne connaissais pas. Donc voilà, j'ai dû petit à petit aussi rentrer dans son univers pour pouvoir le traduire de manière plus simple. Et voilà, enfin mon parcours. Et donc les films, j'ai pas des films comme ça particuliers, mais évidemment il y a ceux de Alex de la Iglesia qui sont pas faciles à traduire. Mais c'est toujours intéressant d'arriver, on en parlera je pense un peu plus tard, mais quand culturellement, voilà, un personnage, par exemple quand il parle d'un personnage purement espagnol, d'arriver à trouver un équivalent en France. Donc parce qu'évidemment, quand on lit, le spectateur ne doit surtout pas réfléchir. Enfin, dans le sens où il ne doit pas se poser la question de quoi on me parle. Il doit vraiment lire et tout de suite, ça doit faire tilt de chez lui. Il doit comprendre et continuer à pouvoir lire et regarder surtout. Donc voilà, il faut arriver à tout de suite que ça parle. Et pour que ça parle à un Français, eh bien, il faut tout de suite faire référence à quelque chose qui fait partie de sa culture. Voilà. Donc, c'est tout. J'en ai traduit beaucoup plus, mais bon, après, voilà. Je vais laisser Manolo. Non, je vais faire
une intervention. Moi, je n'ai pas travaillé dans le sous-titrage. Je me fais une réflexion sur la traduction. Rappeler que c'est toujours un art, évidemment. Qu'on ne peut pas. On en a parlé un peu avant. On s'est retrouvés. Il y a eu des tentatives de traduction automatique, évidemment. Ça ne peut pas fonctionner. Et c'est d'autant plus délicat lorsqu'il s'agit de traduire un film. Et il est vrai que maintenant, dans les universités, ça attire beaucoup les étudiants, en plus des traductions de textes, et bien traduire sur des séquences audiovisuelles, c'est vraiment intéressant. Donc, dans l'université d'où je viens, l'université de Bourgogne, il y a également traduction audiovisuelle. Rappelez aussi historiquement, puisque je suis historien du cinéma, qu'il y avait une époque en rapport avec l'exposition, lorsque le parlant est arrivé, certains étaient catastrophés parce que il fallait. Au début, on ne faisait pas de doublage, on faisait plusieurs versions. Par exemple, à Hollywood, c'est pour ça qu'Enrique Jardiel Poncela, on faisait venir des Espagnols à Hollywood. Donc, on tournait le film en anglais et après, avec les mêmes décors, on tournait une version moins chère, voilà, en espagnol, par exemple. Bon. Également, historiquement, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu plus d'exigences dans le public. Je me souviens encore, lorsque j'ai créé un premier ciné-club à l'université, qu'on avait accès à des films espagnols doublés. Et c'était quand même des fois assez catastrophique. En particulier, et j'étais à l'université à l'époque d'Aix-en-Provence. Et je me souviens, donc, quand il y avait des scènes en Andalousie, on les faisait parler avec l'accent du Sud, avec l'accent marseillais. C'était, je vous assure, il y a des exemples. C'est assez extraordinaire. Bon. Donc, et puis également, donc, il y a des exemples. J'en parlais avec Victoria. Dans la traduction, ce qui est fondamental, c'est vraiment la traduction du titre. Parce que là, on peut avoir, des fois, le titre est tellement important. Mais c'est complexe. Parce que des fois, le titre traduit n'a pas de rapport évident avec le titre original, mais des fois, il y a des raisons commerciales. Des fois, ça peut sembler ridicule, mais des fois, c'est justifié, parce que le cinéma, c'est un art, mais c'est aussi une industrie. Vous voyez, je rappelle des choses comme cela. Donc, mais enfin, il y a des fois, il y a des vraies trahisons. Il y a un exemple célèbre, je pense qu'on n'a pas parlé de Buñuel depuis que je suis à Nantes, pas beaucoup. Donc, comme je fais partie de la secte des adorateurs de Luis Buñuel, il y a un film, un très grand film, 1951, Los Olvidados. Los Olvidados, les distributeurs avaient commencé à le diffuser avec le titre Pitié pour eux. Ce qui est vraiment une trahison. C'est vraiment une trahison. Et finalement, ce qui s'est imposé, c'est Los Olvidados, évidemment. Donc, très souvent, en particulier pour les titres, souvent ne pas traduire, c'est une bonne solution. Vous avez Cria Cuervos, également, par exemple. Et dans les films du festival, là, il y en a un que j'ai présenté. Il est en compétition, mais enfin, je peux quand même dire que c'est un film intéressant. Il a été, comme il a été choisi. Et le titre, c'est Niñato. Et Niñato, c'est vraiment très difficile. Dans la présentation, un Niñato, c'est un jeune adulte, mais encore un peu gamin. Donc on pourrait trouver des équivalents, grand dadé, qui est un peu, vous voyez, grand gamin. Mais enfin, il n'y a pas une vraie traduction. Donc peut-être que si j'étais le distributeur du film, je le serais Niñato. Voilà. C'est extrêmement complexe, mais c'est très intéressant. Et il y a une grande diversité. Alors, on aura des exemples par ceux qui travaillent vraiment. En tout cas, pour le cas de l'espagnol, le castillan, vous serez peut-être surpris si vous voyez, comme ça m'est arrivé au début, à Madrid, un film chilien, par exemple. Par bonheur, je me souviens du titre, parce que des fois, l'ordinateur fonctionne moins bien, mais c'est un film chilien assez remarquable qui s'intitule Un taxi para tres, et il a été primé à San Sebastián, il a été diffusé à Madrid avec des sous-titres. Parce que, évidemment, il parle vite, avec l'accent chilien, voilà. Donc, c'est complexe, c'est très intéressant. Après, on en parlait aussi avec Victoria,
qui traduit également les interventions, c'est un autre travail. Des fois, il y a des réussites. Une réussite extraordinaire, c'est un film de Victor Erice, la luz, non, El sol del membrillo. Littéralement, ça donnerait le soleil du cognacier. Je ne vous dis pas, comme un film poétique, le soleil du cognacier. Et ça a été traduit par le songe de la lumière. Donc c'est une traduction à la fois fausse et géniale. Voilà, donc c'est extrêmement complexe, mais c'est vraiment intéressant. Par exemple aussi dans Bastard, on traduit de l'anglais, mais comme il y a également de temps en temps des phrases en espagnol, j'ai vu qu'il y avait une phrase qui n'avait pas été sous-titrée. À un moment donné, il y a un qui dit « Dile adios a tus huevos ». Ça n'a pas été traduit. Mais je l'ai vu avec mon gamin et lui, il avait compris. Et voilà, par exemple. C'est complexe. Je pense, maintenant, il faudrait demander des exemples justement de problèmes qui sont posés et qui ont été traduits, très souvent de façon heureuse. C'est un travail, comme elles l'ont dit, moi je me permets, c'est un travail évidemment qui n'est sûrement pas reconnu à sa juste valeur. Il y a des fois, c'est très complexe, mais c'est un art, comme d'ailleurs évidemment, comme la traduction littéraire. Voilà. Et des fois, il vaut mieux laisser, pour moins trahir. Par exemple, le dernier grand roman espagnol, on a laissé le titre Patria. Voilà, parce que voilà, il y a des raisons. Quelques réflexions sur le sous-titrage. Je ne sais pas, par exemple, oui, un exemple de difficulté résolue ou pas d'ailleurs, ou insolvable. Parce qu'il y a parfois des difficultés qui sont difficiles à résoudre, mais je pense que la difficulté la principale difficulté à laquelle on peut se confronter, c'est la traduction de l'humour et des références culturelles. Donc, je ne sais pas... des exemples, par exemple, je racontais tout à l'heure aux collègues que dans un des films qui est présent sur le festival, que j'ai pu traduire, il y avait une référence qui est No sé decir adios. Il y avait une référence qui était faite à un personnage du Muppet Show qui, je pense... D'ailleurs, je pense, a été beaucoup plus connu en Espagne. Il y a eu beaucoup plus de Barrio Sésamo en Espagne, était beaucoup plus suivi qu'en France. Et il y a un personnage en espagnol qui s'appelait Coco. Et son nom en français n'avait rien à voir, puisque c'était le nom anglais qui avait été conservé, c'était Grover. Et dans le film, le personnage, il y a un personnage qui dit... me llamo Marc, pero todos me llaman Coco. Donc littéralement, je m'appelle Marc, mais tout le monde m'appelle Coco. Et l'autre personnage lui répond como el monstruo de la tele. Donc littéralement comme le monstre de la télé. Donc voilà, donc ça marche pas puisque Coco en France n'était pas un monstre de la télé. Donc là, j'étais confrontée à ce problème et je cherchais une adaptation possible. J'avais pensé à plusieurs choses, mais il se trouve que le client pour lequel je traduisais m'a dit non, ces propositions d'adaptation ne me conviennent pas, je préfère qu'on n'adapte pas, parce que donc là c'est un autre point de vue. Cette personne me disait je suis pas d'accord pour mâcher le travail au spectateur, donc on va laisser Coco et on va mettre comme le monstre de la télé, je sais plus ce qu'on a choisi finalement, ou comme à la télé. Et ça colle pas vraiment à mon goût, mais c'était cette personne qui avait le dernier mot et elle préférait ne pas adapter pour ne pas dénaturer le produit original. Et son argument, c'était je préfère que le spectateur, s'il a eu un doute, si ça lui pose question, qu'il aille voir sur Internet après, chercher qu'est-ce que c'était. Alors moi, j'ai des doutes sur le fait que le spectateur, à la fin du film, il se souvienne d'aller voir... Mais c'est beau de croire comme ça en l'être humain. mais j'ai personnellement des doutes. Mais en tout cas,
tout ça pour dire que voilà, tous ces genres de références culturelles, ou même plus récemment, j'ai été voir ce week-end la traduction du film, le film Fede Tarras. J'étais curieuse de voir la traduction puisque c'est un film qui a été produit par Netflix et donc traduit aussi par eux. Et personnellement, j'ai été surprise de voir que le traducteur avait fait le choix de ne pas traduire les nombreux mots en basque. Et ça pose question. Je dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise solution. Hein. Je dis que, à mon avis, ça peut gêner le spectateur français. Donc voilà, ce sont des questions qui se posent et qui n'ont pas forcément de solution, malheureusement. Je ne sais pas si Victoria ou Martin, vous avez des... Sur justement la question. Je me souviens qu'on avait passé à la fac, dans la journée d'études qu'on fait destinée aux professeurs de collège et lycée, professeurs d'espagnol, de l'académie, on avait passé Oui, non basque. Et c'est Rochin qui avait fait la présentation du contexte, etc. Bon, c'était évidemment en espagnol, mais je me souviens qu'il a eu la très très bonne idée de donner un lexique, sans lequel tout professeur d'espagnol et connaisseur de la langue espagnole, je pense qu'on connaît à peu près, on ne pouvait pas vraiment rentrer vraiment dans le film. Et puis, ce lexique nous accompagne à chaque fois qu'on passe Oui, non basque. Et je pense que pour nous, Oui, non catalan, c'est moins nécessaire, mais là, c'est de l'espagnol. Mais cela nous amène aussi à évoquer une question qui a été évoquée tout à l'heure lorsqu'on préparait, la question des références culturelles. Pilar, là-dessus, justement, c'est rester fidèle. Si on traduit, par exemple, Aïta par papa, bien, c'est pas pareil. Et dans la traduction de Patria, dans ce roman sur le problème de l'ETA, cette traduction vient de sortir, à la fin, vous avez aussi un lexique d'une vingtaine, trentaine de mots, parce qu'évidemment, pour être juste dans la traduction, il faut... Le cinéma ne permet pas ça, c'est ça le problème. Non, le cinéma ne le permet pas. Bien sûr. Donc, est-ce qu'on laisse Aïta ou on met voilà, papa? C'est un choix. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Il faudrait pouvoir faire... C'est un choix. Dans Andia, j'ai traduit. J'ai traduit parce que... Ou alors, il faudrait faire un petit... Ou alors il faudrait mettre Aïta entre parenthèses papa, mais je trouve que tout ça c'est aussi complique la lecture énormément. Ouais. Et donc je pense qu'on est quand même là pour faciliter la lecture et faire en sorte que ce ne soit pas une lecture justement, que ce soit on doit se faire oublier en fait. Voilà, en fait la principale vertu d'un traducteur c'est de se faire oublier. Tout à fait. Donc à ce moment-là, moi aussi, j'aurais choisi papa. Après, papounet, ça serait peut-être, ça serait plus proche. Mais alors, mettez papounet. Voilà. Donc il y a des choses, et c'est pas plus proche, mais il y a des choses qui peuvent peut-être, mais qui parfois sont trop longues. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir vraiment le mot exact, mais je ne pouvais pas le mettre parce que c'était trop long. Et que donc, à chaque fois, ça alourdissait le sous-titrage. Donc, on choisissait le plus simple. Mais il faut quand même essayer de traduire au maximum. Même les blagues. Moi, je cherche des blagues. Moi, je cherche vraiment, enfin tout le monde, on cherche vraiment des blagues et qui évidemment dans l'essence, dans ce qu'on veut raconter, mais on se moi, je dors quand je travaille. Je ne sais pas si vous faites pareil, j'imagine que oui. Moi, je dors toujours avec un carnet à côté de moi parce que c'est la nuit où ça se débloque. Et donc, on a toujours un carnet pour écrire. Et puis voilà, le matin, on est tranquille, on retrouve le mot. Mais on est investi, vraiment, on le vit, on en rêve. Mais c'est formidable aussi d'arriver à faire ça. Moi, je sais pas, je sais que c'est des moments que j'adore. Et je m'enferme, je vois personne. Surtout qu'on a très peu de temps en général. Donc, voilà, on n'a jamais le temps qu'on aimerait avoir. Et je sais pas, c'est très beau de pouvoir arriver. Quand on y arrive, alors là, c'est une satisfaction. Et comme tu disais, quand on a le prix du public en plus, qui reconnaît le film, et donc qui veut dire quand même que la lecture a été simple et que tout le monde a bien... ça fait vraiment plaisir. C'est ça qui importe le plus, vraiment. Oui, moi j'allais dire que c'était là toute la difficulté de la traduction audiovisuelle et je vous admire beaucoup, je dis ça parce que malgré ma formation, je ne traduis pas dans l'audiovisuel, je traduis dans d'autres secteurs. Et moi quand j'ai un texte et qu'il y a une référence culturelle comme ça,
Bon, on évite bien sûr, mais il y a toujours la possibilité de mettre une petite note en bas de page et de dire, bah voilà, d'expliquer un petit peu. Bon, même si c'est pas toujours idéal et il vaut mieux éviter. La traduction audiovisuelle, bah, il n'y a pas de note en bas de page parce que le sous-titre il est déjà en bas d'image. Et effectivement, le but du traducteur, enfin une bonne traduction, c'est une traduction qui passe inaperçue. Malheureusement, ça passe trop souvent inaperçu et du coup, on oublie les traducteurs. et aucune traduction n'est facile parce que il suffit pas pour être traducteur de parler une langue, d'avoir fait 3 mois d'Erasmus, comme on disait tout à l'heure, et puis de voilà, être un bon traducteur. C'est pas forcément la prétention de me classer dans cette catégorie-là, mais c'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde, qui est pas facile. Et la traduction audiovisuelle, je pense que c'est vraiment un des secteurs de la traduction qui est le plus compliqué à cause de toutes ces contraintes de caractère, de vitesse de lecture, parce qu'il ne faut pas que ça aille trop vite, il ne faut pas que ça aille trop lentement, il faut que ça colle exactement à l'image. Quand il y a 2 lignes, il ne faut pas que le sujet et le verbe soient sur des lignes séparées. Il faut, est-ce qu'on traduit ceci, est-ce qu'on ne traduit pas cela. Parfois, je trouve que les films espagnols, certains en tout cas, parlent très très vite, donc on peut pas, le lecteur, le spectateur, il va pas avoir le temps de tout lire, à moins d'être un super lecteur. Donc il y a énormément de questions comme ça que le traducteur doit résoudre tout seul devant son écran d'ordinateur en général, parce que c'est un métier qui est quand même plutôt solitaire. Et du coup, oui, voilà, donc c'est très chouette de pouvoir aujourd'hui en parler, parce que c'est un métier effectivement dont on parle pas très souvent et qui passe souvent inaperçu. Alors c'est le but, et en même temps c'est bien d'être reconnu aussi un peu. Oui, je suis d'accord, mais je crois que vous avez dit avant que le directeur, le réalisateur, doivent avoir l'opportunité de participer aussi à la fin. Non, parce que, bon, pas en tout cas, parce que le directeur peut-être, je comprends l'italien ou l'anglais, pas le français, mais il serait très précise et émouvant, non? Avoir l'opportunité de travailler avec les traducteurs, hein? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va passer après. Et peut-être que l'histoire soit très simple, mais je pense à ces films où les paroles, c'est le sujet, comme le cas d'Éric Romer, et qu'on seulement lit 3 ou 4 lignes, non? Après tous ces mots qui se disent si bien, si poétiquement. Et pour moi, c'est une affaire de présupuesto, de budget aussi, parce que à la fin du film, il paraît qu'il n'y a pas d'argent pour cette affaire. Et pour moi, comme réalisateur, au début, dans mon premier film, je me rappelle que dans un festival à Sarajevo, mon film Noticias Lejanas, Nouvelles de Loin, il était présenté dans un lieu ouvert et avec les sous-titrages en anglais, évidemment, mais après, il y avait les sous-titres électroniques en bosnien. Ouais. Et c'était très drôle, mais pour moi, c'était très bien parce que la réaction du public en Bosnie, c'était très différent que celui-là qui avait passé avec les anglo-parlants et qui lisaient seulement en anglais. Oui, c'était différent. Je ne sais pas si pour la traduction même ou par l'identité, l'endroit, je ne sais pas. Mais pour moi, c'était une expérience avec mon premier film. Avec le deuxième, c'était différent parce que le deuxième film était tourné à New York et à la ville de Mexico aussi. Et ça dépendait d'être traduit dans les 2 langues, non? En espagnol et en anglais tout le temps. Parce que les Américains
parle anglais et le Mexicain parle espagnol. Oui. Et il y avait encore un autre point de vue, parce que la actrice principale était Lucy Liu, celle-là de Kill Bill, de Ángeles de Charlie. Et pour elle, il était très difficile être le New Yorker traditionnel et dans le rôle de cet immigrant et avec autres idées. Et la traduction était un petit peu bizarre, en tout cas. Mais il y avait aussi l'autre affaire, que c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils parlent 2 ou 3 langues et ils croient que parler si bien une langue leur donne le droit d'être traducteur ou traductrice. Et ce n'est pas comme ça, c'est une profession si spécifique. Marta. Moi, je ne fais pas des traductions en français, je fais à l'espagnol. Alors, je ne peux pas vous donner des exemples précis, mais il y a une chose qui m'a étonnée, on avait parlé de ça avant. Un film, je ne sais pas si vous avez vu, il s'appelle Canino. Camino, oui. Ça fait, je ne sais pas, 2009. Bon, et en Espagne, les gens, quand ils étaient en train de regarder ce film, ils pleuraient tout le temps. Ils sont en train de pleurer. Oui, ça parlait de Opus Dei, quelqu'un qui meurt, tout ça. Et ici en France, vous rigolez tout le film. Alors, des fois, c'est ce qu'on avait parlé, pour moi, le plus difficile, c'est le contexte aussi des émotions. Par exemple, saudade en brésilien ou portugais, c'est difficile de traduire comme mot à une autre culture. Alors, c'est compliqué. Pour moi, ça, c'est la partie la plus difficile de la traduction. Et aussi, une chose que tu as dit, c'est important pour moi aussi, c'est que tu as dit qu'on dort avec le cahier. C'est que pour moi, j'ai la sensation de que je finis jamais la traduction. Tu fais la traduction, mais tu la finis pas. Oui, je pense que c'est comme, je sais pas si comme réalisateur c'est la même chose, tu écris quelque chose, mais tu as pu changer, tu as pu mettre le gris, parce que tu fais blanc ou noir, mais tu trouves toujours des gris que tu veux changer ou que tu peux... Et pour moi, c'est ça le plus compliqué, oui. Et vous revoyez les films avec la traduction? Oui, et ça change beaucoup. Ouais. Et vous avez tendance à dire « Ah non, c'était pas comme ça ». Moi, j'ai souvent pas d'autre choix, puisque à Nantes, je les traduis, donc janvier, février, mars, je traduis les films, et puis quand on les passe en salle, je les revois. Et souvent, alors des fois, je me dis « Ah, ça, c'était pas mal ». Et puis des fois, je me dis « Ouh, là, j'aurais pu faire mieux », et là, ah oui, il y avait une autre idée, et puis c'est trop tard. Mais c'est vrai que des fois, on est content, des fois, on n'est pas content. Et puis, comme tout, ça dépend, il y a des jours avec, des jours sans, donc... bon. Moi, si par rapport à la traduction des blagues dont parlait tout à l'heure Victoria, une petite anecdote, parce que finalement les blagues, les histoires drôles, on est obligé de les adapter, puisque c'est de fait une histoire drôle, un jeu de mots, ça repose sur la particularité de la langue ou de la culture. Donc par exemple, dans la série La Vergüenza, La Honte, qui passe aussi au festival, et que j'ai eu la chance de traduire aussi. Donc la blague, je vais vous la dire dans langue originale, je vais faire ce qu'il ne faut jamais faire, je vais l'expliquer, et puis je vais vous dire la traduction que j'ai trouvée, qui peut sûrement être améliorée, mais bon. Donc la blague, c'est « Un hombre entra en un tanatorio y le dice a la viuda, lo siento ». Y ella le contesta, no, mejor déjelo tumbado. Donc là, le jeu de mots, c'est sur lo siento, qui en espagnol peut vouloir dire je suis désolé. Donc
un homme entre dans un funérarium et dit à la veuve lo siento. Donc soit je suis désolé, ou ça peut être aussi du verbe sentar, asseoir. Donc on peut dire je suis désolé ou je l'assieds. En fait, ça peut vouloir dire est-ce que je l'assois. Et donc la veuve répond non, laissez-le allonger. Voilà. Donc évidemment, ce n'est plus drôle du tout une fois expliqué. Et donc pour traduire ça, voilà, là je suis devant ce film, il faut que je le traduise. Il faut d'abord que ce soit une blague, bon, plus ou moins drôle, après chacun appréciera. Il faut que je suive les contraintes de temps et d'espace qui me sont, voilà, qui sont celles du film. C'est-à-dire que là, j'ai 2 sous-titres, en tout et pour tout. Il faut que ça tienne en 5 secondes. Et il faut, en plus, des contraintes de contexte. Dans ce cas-là, ça doit être de l'humour noir, morbide, parce que, ah oui, j'ai oublié de préciser que Javier Gutiérrez, l'acteur, raconte ça alors qu'il est lui-même dans un funérarium et voilà, c'est quelqu'un qui fait toujours des gaffes. Et là, il raconte ça à la veuve qui vient vraiment de perdre son mari. Donc, il faut que ce soit aussi une blague morbide, humour noir, qui me tienne en 5 secondes. Et voilà. Donc là, Internet existe et on remercie la vie. Internet existe parce qu'avant Internet, je ne sais pas comment on aurait pu faire. Et donc voilà, et on passe une demi-heure, 1 heure à naviguer sur des sites d'humour pas toujours de bon goût. Et finalement, la traduction que j'ai trouvée, je vous laisse apprécier, hein, je pense qu'elle est vraiment... On peut faire mieux. Donc j'ai trouvé un type demande au croque-mort. Donc évidemment, ça ne sera pas une traduction littérale, impossible. Un type demande au croque-mort. Comment vous faites pour l'exhumation? Et il lui répond avec du déter-Jean. Voilà. Mais alors voilà, c'est vraiment... je pense qu'on on aurait pu faire mieux. Mais c'est pour la petite histoire, l'anecdote, c'est voilà, assez drôle. Et voilà, c'est aussi parfois comme ça qu'on perd 2 heures de traduction. Mais voilà. Je ne sais pas si les gens qui ont vu La Vergüenza ont rigolé à ce moment-là, j'en doute, mais voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Pas seulement le fait de devoir réduire, c'est que là je ne sais pas comment que c'était exactement, mais moi par exemple avec Alex de la Iglesia j'ai un gros problème, c'est que ça parle beaucoup, ça parle très vite, mais en plus c'est très coupé, c'est très découpé au niveau du montage. Donc c'est un montage très saccadé, donc avec des plans qui peuvent durer 2 secondes, et normalement un sous-titrage ne doit pas dépasser sur l'autre plan. Alors ça arrive qu'on l'allonge un petit peu, il y a des choses comme ça qu'on fait qui à l'œil ne provoquent pas comme ça un rejet. Vous avez moins, ouais, exactement. Mais à l'image, on est obligé. Et donc du coup, c'est encore pire, parce que du coup, ça réduit encore plus l'espace pour pouvoir dire des choses, alors que... dans un plan normal, plus allongé, on aurait le temps de mettre sur 2 lignes. Là, c'est 1 ligne, et puis c'est une ligne avec 3 mots. Donc voilà, c'est en ça aussi que c'est compliqué, parce que beaucoup nous dit, oui, mais bon, il faut réduire un petit peu et tout ça, mais non, mais il y a aussi la contrainte du montage. Voilà, c'est assez quand même compliqué, hein, franchement. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que c'est vrai, quand on a la possibilité de travailler avec le réalisateur, c'est vraiment super, parce que bon, voilà, moi comme je connais bien Alex de la Iglesia, il y a des moments, évidemment je comprends tout ce qu'il dit, mais il y a des fois des blagues, je ne suis pas exactement sûre d'un mot qui a été utilisé, s'il est utilisé dans un sens ou dans l'autre. Donc je peux me permettre, voilà, de lui envoyer un mail, de communiquer avec lui, il va me dire non, c'est dans ce sens-là. Avec Pablo, je fais la même chose, et ça c'est vrai que c'est un avantage aussi. C'est pour ça, de traduire le même réalisateur, c'est toujours un avantage, ouais. Donc maintenant, on va pas monopoliser parce qu'on aurait vraiment très envie de poser beaucoup de questions, mais vous avez aussi envie de poser beaucoup de questions, donc vous avez la parole. Alors, est-ce qu'il y a... On va vous passer le bon micro. Comment vous vous organisez concrètement? Vous regardez les films une fois entier? Et après, combien de fois vous pouvez voir un film pour un sous-titrage? Juste pour me donner une idée.
donc oui, voilà, concrètement, je reçois une commande, on m'envoie le matériel, donc souvent c'est donc le film, la liste des dialogues, et s'il y a un peu de chance, comment dire, le fichier, un fichier de sous-titres existant, qui peut être des sous-titres en anglais, de manière à ce que j'ai déjà les temps qui soient intégrés. C'est-à-dire que, parce qu'il faut aussi, il y a toute une partie technique qui est un peu plus fastidieuse, qui est d'entrer les temps d'entrée et de sortie des sous-titres. À quel moment le sous-titre doit entrer à l'écran, à quel moment il doit sortir. Et ça, ce travail a pu déjà être fait en amont pour une autre traduction dans une autre langue. Donc parfois, on m'envoie déjà ce fichier, ce qui facilite le travail. Et puis ensuite, oui, voilà, moi je regarde le film une fois en entier pour m'imprégner de l'histoire, du contexte, tout ça. Et puis ensuite, la traduction. Mais, les scènes, les passages, on peut les voir le nombre de fois qui sera nécessaire. Et puis, donc voilà, la traduction de tout le film. Et puis ensuite, un revisionnage du film avec mes sous-titres pour faire un visionnage global. Donc là, j'aime bien laisser passer une nuit, de reposer et voilà, corriger. Donc il y a toujours des choses à améliorer. Il y a toujours des fautes d'orthographe qui se glissent dans le premier jet. Donc voilà, c'est je pense que c'est à peu près ce qu'on fait. Ça se revient aussi qu'il y a quelqu'un qui fait la révision du film. Normalement, s'il n'y a pas d'argent pour la traduction, il n'y a pas d'argent pour la personne qui fait la révision parce que toujours il y a quelque chose que... Ouais. Tu fais une simulation au studio? Parce que moi c'est différent, en tout cas ça continue d'être comme ça. Je travaille chez moi et au début quand je commençais, je n'avais que le fichier, je n'avais pas l'image. Je voyais le film mais j'avais pas, le sous-titre ne s'affichait pas à l'image. Jamais. Donc, alors que maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, du coup, on a le film, on l'a aussi sur l'ordinateur et on peut le visionner autant de fois. Mais j'ai pas toujours moi le logiciel où le sous-titre apparaît. Et ouais, ça dépend avec qui on travaille en fait. Ça dépend sûrement du client, mais moi je travaille avec un logiciel qui me permet d'avoir mes sous-titres, l'image, la vidéo, et puis de pouvoir visionner comme ça. Ouais. Non, quand on habite à Paris, c'est facile de se placer dans les studios, mais... En fait, il y a un moment qui s'appelle la simulation. Donc, quand on reçoit le texte, c'est repéré. Donc, voilà, comme tu disais. Et après, il y a la simulation où là, on se retrouve donc avec quelqu'un de technique qui va donc vraiment faire toutes les corrections. Mais là, c'est là où moi, personnellement, je vois le film la première fois avec mon sous-titrage. Et c'est là où je peux dire non, ça c'est quand même un peu trop long. Et en général, la personne qui a la technique connaît également les deux langues. Sur lesquels on travaille en général, et donc c'est toujours elle qui justement m'apporte un peu des fois le regard un peu extérieur qui me permet de me dire mais là tu crois pas qu'on pourrait peut-être enlever ça, et donc c'est toujours une confrontation qui est très intéressante parce que nous on est plongé dedans pendant ça dépend, 1 semaine, 2 semaines, le temps qu'on a eu, et on a du mal par moment à avoir un recul, voilà, justement. Et ce moment-là permet de remettre un peu en place, justement, le travail. Si, je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Quand je fais une traduction aussi, il y a des mots où je pense si, par exemple, mon fils va comprendre le mot ou ma mère va comprendre le mot. Et il y a une différence hyper grande ou le contexte aussi. Est-ce qu'il va? C'est vrai. Il y a une personne qui ne va pas comprendre les mots parce que c'est un contexte complètement différent culturellement, et ça c'est aussi difficile pour moi des fois. Je demande, tu comprends, mais peut-être une autre personne ne comprend pas du tout, alors il faut choisir. Alors, je ne sais pas si la discipline historiographie du sous-titrage existe, mais dans tous les cas, j'imagine que vous connaissez vachement plus que moi. Moi, j'ai toujours eu un doute. Les films classiques, que ce soit Hollywood ou pas,
ont beaucoup moins de sous-titrage par rapport au dialogue qu'on entend que les films d'aujourd'hui. En tout cas, c'est mon impression. Pourquoi est-ce que le sous-titrage laser était cher ou est-ce que le sous-titrage était moins bien fait? Pourquoi maintenant on voit beaucoup plus de sous-titres pour la même quantité de dialogue dans les films? Bon, le cinéma avant était plus cher et peut-être, je ne sais pas si c'est une chose de convention de 36 mots ou 38, mais c'est vrai qu'avant peut-être c'était plus cher, sûrement, de mettre les sous-titres dans le film, oui, je crois, oui. Il est incrusté numériquement, enfin, sur le film. J'imagine qu'avant c'était vraiment sur la pellicule. Je ne sais pas du tout graver. Voilà, c'est ça. Donc il devait falloir payer quelqu'un pour graver la pellicule directement. Ça devait être plus compliqué, plus. Alors que maintenant, si on se trompe, on fait une faute d'orthographe, on efface et puis on refait, quoi. C'est moins grave. Jean-François Cornu, je suis traducteur professionnel et il se trouve que j'ai écrit un livre sur l'histoire du sous-titrage et du doublage. Je peux vous donner un élément de réponse sur votre question. Il se trouve qu'effectivement, à partir du début dès 1929, on a fait des sous-titres aux États-Unis, en Europe, effectivement imprimés sur la pellicule, mais que l'inflation du nombre de sous-titres au fil du temps n'est pas due à des histoires de coûts, de contraintes techniques, mais simplement à ce que les distributeurs, à l'époque, au tout début du cinéma parlant, avaient décidé de faire. En gros, il fallait que le sous-titrage soit un guide pour la compréhension de l'intrigue principale et des dialogues principaux. Tout ce qui était secondaire était laissé de côté. En outre, jusqu'à la fin des années 50, on traduisait d'abord le film et ensuite on découpait la traduction en sous-titres, qui étaient placés de façon plus ou moins précise par rapport au dialogue qui était prononcé. Ce n'est qu'à partir de la fin des années 50 qu'on a fait ce que vous avez décrit sans mentionner le mot, mais qui s'appelle repérage, c'est-à-dire qu'on repère le début et la fin d'une réplique ou d'un morceau de réplique, et ensuite on convertit ça en une certaine durée, un certain nombre de caractères. Et cette opération-là ne s'est faite avant la traduction qu'à partir des années 50, donc de la fin des années 50, donc environ 30 ans après le début du sous-titrage. Voilà, il y aurait d'autres éléments à évoquer, mais j'en profite d'avoir le micro pour poser une question, enfin, ou faire une remarque. J'étais un petit peu surpris d'entendre tout à l'heure que vous mentionniez la traduction d'Inglorious Bastards, si je ne me trompe pas, uniquement à partir du scénario. En plus... Ce film, on a fait la traduction à l'anglais. Ce film, il parle en anglais, mais il y avait des morceaux où il ne parle pas en anglais. Et c'est là où ils nous ont donné le scénario originel, oui, pour le faire à l'anglais. Oui, l'ennui, c'est que, et là c'est aussi pour informer le reste du public, c'est que le scénario original, souvent, ne correspond plus au film terminé. Et qu'on travaille rarement, ou jamais, dans la mesure du possible, avec le scénario qui a servi avant le tournage, mais avec ce qu'on appelle une continuité dialoguée ou un script de post-production qui, là, rend compte exactement des dialogues tels qu'on les entend dans le film. Merci. Moi, je fais de l'opéra, et à l'opéra, on parle de surtitres. C'est au-dessus de l'image scénique. L'opéra, c'est en 3 dimensions, et au moins le surtitre, il est en dehors du projet artistique, du projet formel, du projet d'image. Il y a une chose c'est peut-être pour ça que ça me chagrine au cinéma, que ce soit sur la pellicule. C'est vrai que c'est pratique, c'est un même type d'écran, mais ça affadit terriblement la base de l'image, ça mêle les informations. Je rêverais, je sais que ce n'est pas demain que Subtitulum va faire les surtitres au-dessus d'un film, ou au-dessous peut-être, mais moi ça me serait nettement meilleur parce qu'on a travaillé vachement sur une image, la couleur, la photo, etc. Et on rajoute un truc, parfois 2, lorsqu'on a 2 langues. Alors voilà, c'est juste une remarque, ça me heurte
texte, ça me gêne souvent. Et de temps en temps, j'arrive à comprendre l'espagnol, mais il y a comme c'est près du point focal, ce que j'ai à lire, c'est une facilité de lire plutôt que simplement que d'écouter et d'avoir un endroit pour la traduction, qu'elle soit sur, à côté, et je ne parle pas des films en japonais. Alors effectivement, Subtitulam traduit en dessous pendant le festival quand même, les sous-titrages électroniques. Parfois, c'est pas sur la copie. Mais après, l'inconvénient, c'est que ça fait plus de travail pour le spectateur et ça, c'est fatigant aussi. Mais je comprends la remarque du reste. À Sitges, par exemple, c'est le film catalan. Il y a 2 panneaux à droite et à gauche. C'est encore plus compliqué, oui. Combien de temps en avance vous commencez à travailler après Combien de temps avant le festival? Bon, des fois, le film arrive un peu tard et on n'a pas beaucoup de temps. Et des fois, on a... Bon, normalement, on parlait de ça avant, ça dépend du film. Et un film qui n'a pas un contexte très spécialisé, et peut-être ce sont 2 jours pour traduire. Bon, très simple, à peu près. Non, 2 jours, 16 heures, oui. Non, voilà. Mais des fois, par exemple, les films plus spécialisés avec la terminologie plus compliquée, Doctrina de choc, je dis avant de Naomi Klein, c'est économie. Je fais 1 semaine et demie à le faire parce qu'il fallait que je parle avec des gens qui sont experts dans ça, parce que le contexte pour moi c'était compliqué, c'était trop spécialisé, alors il faut mettre beaucoup plus d'heures à le faire, oui. Mais la question, c'était combien de temps on passe sur un film ou combien de temps en avance pour le festival on reçoit le matériel et tout ça. Alors, d'ailleurs, je souligne le travail de Pablo dans qui s'occupe de gérer, de contacter les distributeurs pour qu'ils envoient le matériel à Subtitulam, qui à son tour le passe au traducteur. Bref, ça dépend. Je dirais que le matériel commence à arriver en janvier, généralement, et que ça s'étale sur les janvier, février, mars en général. Et, et ça peut s'étaler même jusque pendant le festival. Là, ça arrive de terminer les films de clôture pendant le festival, puisque le matériel est arrivé trop tard. Mais en tout cas, en ce qui concerne, pour reparler des difficultés de ce métier, c'est que de toute façon, quand on nous envoie quelque chose, en tout cas, je parle encore une fois pour l'Espagne, c'est tout le temps pour la veille. C'est un travail qu'on nous demande pour. Alors effectivement, c'est pas l'idéal de traduire un film en 2 ou 3 jours, mais bon, moi j'arrive à travailler avec des délais un petit peu plus confortables, mais ça dépasse rarement les 15 jours en tout cas. C'est à peu près pareil aussi, mais c'est vrai que même en France aussi, on a des délais des fois très très courts. Hein. Et voilà, il faut faire avec. On passe des nuits et puis voilà. Hein. Mais moi aussi, c'est 15 jours. Quand j'ai 15 jours, ça va. Là, je sais que je peux faire un bon travail, on va dire. Que tout type de traduction, c'est toujours pour la veille, parce que moi je traduis plutôt pour des musées et je reçois des trucs, voilà, il faut le faire tout de suite là maintenant, bah oui, mais bon, bah non, ou alors ça a un prix et j'applique un tarif d'urgence parce que j'ai pas envie d'y passer mes soirées, j'ai pas envie d'y passer mes week-ends, et le traducteur, on est très souvent en bout de chaîne, et du coup il y a quelqu'un, je sais pas où, qui se dit ah ouais, il faut traduire ce truc au fait. Ah ouais, alors en plus moi je travaille en général pour des agences de traduction, donc c'est l'agence de traduction qui est en contact avec le musée. Il y a quelqu'un qui se dit au musée ah ouais, il faut traduire ce truc pour cette expo dans 3 semaines. Ah, on va appeler l'agence. Ah ouais, donc ensuite l'agence m'appelle et me dit ah ouais, bah c'est pour maintenant tout de suite, parce que derrière il y a le relecteur qui doit passer pour
effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, je sais plus laquelle de vous deux parlait de ça. Voilà, c'est mieux d'avoir quand même deux paires d'yeux qu'une seule pour corriger ne serait-ce que les erreurs d'orthographe ou les choses comme ça. Et du coup, oui, on est toujours un peu en bout de chaîne et on doit tout le temps travailler hyper vite et traduire 8 heures par jour, chapeau, parce que moi, au bout de 5-6 heures, j'ai le cerveau complètement essoré parce qu'on est tout le temps en train de faire le lien entre une langue. Parce qu'en général, donc, normalement, on traduit vers sa langue maternelle, donc on lit le texte ou on voit le film, enfin bon, ce qu'on a à traduire dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, où ça peut arriver qu'il y ait des mots qu'on ne connaisse pas, ou effectivement c'est une terminologie très spécifique, donc on est obligé de faire beaucoup de recherches. Ensuite, il faut le trouver en français, et puis bon, que ce soit quand même bien, correct, etc. Donc on est tout le temps en train de faire comme ça le lien entre deux langues, et c'est un travail qui est mine de rien fatigant intellectuellement. Moi, je finis la journée, je vous dis, je suis essorée, quoi, réellement. Il faudrait aussi ajouter la traduction des textes pour les expos que vous savez ici tous les ans pour le festival. Donc, ce sont des expos lourdes qui viennent de l'Institut Cervantes. Donc, il y a toute une partie technique que vous savez, donc cette année c'est très spectaculaire, mais on a eu des délais à chaque fois très très courts, et hommage soit rendu à Mélanie Doré, à qui on envoie les textes avec des délais hyper courts, plus des textes du programme qu'on doit traduire aussi avec des délais très courts, plus les films, donc voilà. Et donc c'est important cette table ronde, parce que sans ces personnes qui sont autour de nous, cet après-midi, ce soir, je crois que le festival ne serait pas du tout ce qu'il est, ni du point de vue cinématographique, ni artistique, ni dans la mise en relation de nos invités avec vous, et où nous avons à chaque fois d'excellents traducteurs. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je sais que vous devez aller voir des films quand même, et que vous devez aussi manger. Oui. Moi, il y a quelque chose qui m'impressionne dans votre métier, c'est qu'il faut bien sûr maîtriser la langue académique, mais également maîtriser la langue de la rue, l'argot. Il ne s'agit pas de traduire un jeune qui dit qu'est-ce que t'as bouffon, monsieur vous m'importunez, quoi. Donc il faut que la traduction soit juste. Et ça entraîne ma question. C'est ce type de... Bon, on maîtrise la langue de la rue, l'argot, etc. quand on est jeune. Et est-ce que avec l'âge, on peut aussi avoir cette maîtrise de la langue qu'on entend effectivement dans les villes, dans les cités, etc. Ça ne répond pas à votre question, mais j'allais rajouter quelque chose. Je pense que ce qui fait un bon traducteur, c'est sa maîtrise de sa langue maternelle. Parce qu'il y a plein de gens qui parlent plein de langues très très bien, très couramment. Et toute la difficulté de la traduction, c'est de bien écrire le texte, ou enfin, voilà, de bien traduire dans sa propre langue. Après, en général, on fait appel à tous ses amis, petits frères, petites sœurs. Le réseau. Est-ce que si je dis ça, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que c'est correct? Bon, enfin, c'est pas de la traduction audiovisuelle, mais moi j'ai eu un texte à traduire pour un parc national qui parlait de la faune et de la flore aux Amériques. J'avoue que le vocabulaire des oiseaux, j'y connais rien, donc j'ai appelé mon petit frère qui est ornithologue, voilà, et je lui ai dit, est-ce que les mésanges ça a des doigts, est-ce que ça a des griffes, est-ce que ça a des pattes, comment ça s'appelle, les petites plumes là, enfin voilà. Donc parfois on trouve des ressources dans son entourage. Parfois, sur les réseaux sociaux aussi, on fait appel à des consoeurs, confrères, en disant est-ce que vous croyez que si j'écris ça, ça va passer? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que voilà. Donc ouais, il faut avoir des ressources. Il faut avoir de la ressource, quoi. Oui, effectivement, le réseau, ça aide. Après, je pense qu'aussi un traducteur se nourrit de films, de livres. Donc, voilà, c'est en voyant des films français qui peuvent justement se passer dans ce genre de milieu qu'on peut aussi se nourrir et se dire ah tiens, ça pour une prochaine traduction, ça peut me servir, ou voilà, lire et puis avoir l'oreille toujours alerte, et puis dans la rue faire attention à ce qui se dit, et voilà, je pense que c'est ça. Et je sais pas, je vous dirai dans 20 ans si j'arrive toujours à traduire l'argot.
voudrais rappeler que cette rencontre était en partenariat avec le Centre culturel franco-espagnol. Et puis donc ce soir, vous savez, vraiment 2 grands moments de cinéma qu'il ne faut pas oublier. Une soirée de court-métrage aux 14 ans, donc avec une programmation qui est vraiment très intéressante. Et puis à 21h, comme vous n'êtes pas... c'est pas un prix du public, c'est un prix Opera Prima, ce sont les journalistes qui votent. Un grand film, No sé decir adiós. La traduction est facile, je ne sais pas dire adieu, de Lino Scalera, qui sera là. Et je rappelle que le 5, nous avons ici une rencontre importante. Nous recevons le directeur du Festival de cinéma de Saint-Sébastien. Et donc, on va se questionner, qu'est-ce que c'est qu'un festival, les enjeux d'un festival, etc. C'est ici même, à 19h. Donc voilà. Vous savez les noms de tous ceux qui ont participé. Je vous demande de les applaudir. Merci.